Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou. Une émission couleur de Radio-Canada. Dimanche cette semaine, deux grands rendez-vous culturels. D'abord, un portrait émouvant de l'un de nos plus grands comédiens qui savait nous faire aussi bien rire que pleurer, Jean Duceppe. Suivra l'Antichambre, un regard privilégié dans l'univers fantasmatique de Michel Lemieux qui devient sous nos yeux une sorte d'alchimiste omniscient. Si on pouvait ouvrir les comédiens, voir en dedans, je pense que, bon, à 99,9%, là, le comédien a besoin d'être aimé. Une envie folle d'être aimé, puis un besoin fou d'être aimé. Tout a commencé par l'eau. Et c'est pour ça que l'eau a toujours l'air d'en savoir plus long que la terre. Qu'il est bon parfois d'y revenir. L'eau est éternelle, comme la vie. Faut que tu y penses aussi des fois à mon départ. Faut que tu te dises que c'est arrivé là, hein? Ben, je suis parti heureux. Quel est mon dernier souvenir? Quel est mon dernier souvenir? Vous comprenez le nom sur lequel je circule en ce moment? C'est pas mon vrai nom. C'est un nom d'emprunt. Un nom d'emprunt. Pas un nom sur lequel je circule. On va t'avoir à une maison pour nous autres mêmes. On va t'avoir un chien. On va t'avoir des poules. On va t'avoir du blé d'Inde frais. Peut-être bien qu'on va t'avoir une vache. Je sais pas ce que j'ai fait à mes enfants, mais on dirait qu'ils se sont donnés à la main. Pour entacher ma réputation d'honnête homme, pour nuire à mes projets. On dirait qu'ils m'aiment trop. Ils ne peuvent pas se faire à l'idée de me voir devenir politicien. La politique consiste en trois choses. Premièrement, de pouvoir. Deuxièmement, de pouvoir. Et troisièmement, de pouvoir. Je sais ce que c'est, j'ai été élevé par des religieux, moi aussi. Je m'en étais pas sorti. Je suis devenu une locumène comme la masse des hommes d'ici. Je travaille pour tout le monde. Ta tante, elle m'a jamais donné d'enfants. Je suis obligé de m'occuper des enfants des autres, moi. Ce qui est important, c'est ce qu'on est. Et puis à ça, je sais ce que je vaux. Je sais ce que je suis. J'ai appris à mieux me connaître. J'ai donné 34 années de ma vie à votre compagnie. J'arrive même plus à payer mes fonds d'assurance aujourd'hui. Un homme, c'est quand même pas un fruit qu'on vide par l'intérieur pour chez la pure après. Je pense que si j'ai fait honneur aux miens par mes réussites, je peux rendre encore de plus grands services à la province. Bien, moment dans la vie, il faut devenir adulte pour prendre en main le destin de la nation. Pas si fort, t'as pas le droit de tes 2 heures du matin. T'as pas honte, non? Vous avez demandé un job, moi, un vieux supporter. J'ai rien eu. J'ai donné ça au fils de Joie Jules. Rouge comme le sang. Moi, vendre le sac de farine, puis prendre de l'argent pour aller à la boxe. Jamais! Jamais! Non, je mélange mon argent, moi, c'est la lutte que j'aime. Prêt? Roulement. Tu connais bien, tu conduisais, tu regardais même le paysage. Tu te rends compte? Tu regardais le paysage. Moi, après 30 années passées sur la route,
Et c'était tellement beau, Linda. Il y avait des fleurs, du soleil. J'ai baissé le pare-brise pour sentir l'air pur sur mon visage et tout à coup, là que je quitte la route. Je te jure, j'avais complètement oublié que j'étais au volant. J'avais traversé la ligne blanche, je virais à gauche, j'aurais pu tuer quelqu'un. J'ai continué. 5 minutes après, j'ai failli. J'ai des drôles d'idées, des idées étranges. Dans ma vie, comme dans ma carrière, c'est vraiment un être exceptionnel. C'est l'image de mon meilleur ami. C'est l'image de l'homme que j'ai le plus aimé. Tous ceux qui l'ont approché sont quelque part devenus en amour avec lui, malgré tout. C'était un camarade en or. C'était un être d'une très grande générosité, et, humain, blagueur. Toujours prêt à faire une bonne blague pour s'en sortir. Pour ne pas faire voir que dans le fond, le personnage est assez vulnérable. C'est l'homme dans tout ce qu'il est, avec toutes ses grandeurs, toutes ses misères, toutes ses contradictions aussi, tous ses paradoxes. Avec les ailes d'un ange, mais avec 2 petites cornes en avant. Et un homme d'une tendresse infinie. Passion envers les gens, quand il parle de son métier, quand il parle de sa famille, quand il parle des femmes, quand il parle des enfants. Et cette passion-là, je l'admirais, moi. Je trouvais que c'était une belle passion. On écoute ce qu'il a fait, on voit ce qu'il a fait, puis on se dit, c'est exactement ça. Et on a l'impression de toujours l'avoir eu avec nous. Puis je pense qu'on l'aura toujours avec nous. Hein. Ça en va pas, un homme comme ça. Mais Ben, avec les funérailles que j'aurai, je les vois, les funérailles. Ils viendront du fond du Maine, du Massachusetts, du Vermont, du New Hampshire. Quand il va voir ça, il va comprendre. Il va se rendre compte que je t'ai connu. Rhode Island, New York, New Jersey. Il va le voir. De ses yeux. Pour toujours. Il va savoir qui je suis. Il l'oubliera jamais. On mettra de l'âge. Non, pas ça, non, c'est pas possible. Un maudit lâche. Non, il pourra pas, je veux pas ça. Tu vas taillir, William. Même quand je serai plus là. Laisse-moi y penser. 20 000 $, ça mérite qu'on y pense. Mais il faut que tu sois sûr que tu feras pas ça pour rien. Il y a toujours des choix à faire. Et des choix où l'instinct joue beaucoup. Et Jean possédait le secret de faire les bons choix, ceux qui toucheront le public. Parce que finalement, c'est ça, tout ce qu'on fait, on le fait pour le public. C'était pas un intellectuel qui potassait son rôle, qu'est-ce que ça veut dire exactement, le texte et le sous-texte, non. Instinctivement, il allait vers la vérité. Toujours quand il entre en scène, toujours la même énergie, toujours la même vérité, une telle vérité. C'est un acteur qui était présent, toujours à l'instant. Tu vas m'écouter maintenant, je vais te dire qui je suis. Oh, je connais assez. J'ai pas besoin de t'entendre. Tu sais pourquoi je vous ai pas donné l'adresse pendant 3 mois? Parce que j'ai volé un complet à Kansas City. Parce que j'étais en prison. On cesse de pleurer, j'ai payé ma dette, c'est ma faute, je suppose. Depuis que je suis sorti du high school, j'ai perdu mes emplois parce que j'avais la manie de voler. C'est la faute de qui? Je n'ai rien fait de bon parce que tu me montais tellement la tête que je pouvais pas obéir à personne. Des types comme toi, des types comme moi, on trouve 13 à douzaine. Continue! 13 à douzaine! Tu te trompes! Je suis Willie Lumen et toi tu es Biff Lumen et on vaut plus que tu penses. À chaque fois que j'ai joué avec lui, une force, une résistance, une vitalité qui faisait que si on s'en remplissait pas, puis si on suivait pas, si on n'était pas avec lui, on n'était rien, on n'était nulle part. Sur une scène, il tirait énormément et cette opposition, je parle pas d'une opposition d'être contre l'acteur qui joue, mais cette opposition entre les deux volontés, entre les deux personnages, quand on s'en nourrissait et qu'on en redonnait, ça devenait magique d'être là. Pourquoi j'aimais tellement jouer avec Jean? Parce qu'il t'écoutait. Parce que il y a des comédiens qui disent leur réplique, c'est très bien, puis après ça, un rideau. Or, ce n'est pas vrai. Il faut que tu prennes tout sur l'autre, sur la réplique de l'autre, sur ce que ton partenaire te répond. Et Jean savait faire ça merveilleusement. Que Jean était tellement en situation. Ce qui veut dire qu'il était si peu Jean Duceppe au moment où il était en situation que tout devenait facile. J'amorte ta soirée, Beckett.
Il y a décidément que toi, nom de terre, pour traiter royalement tes amis. Appelle mes gardes et aide-moi à réveiller ces porcs. On rentre, baron! On rentre! Il venait chercher Denise, c'est aujourd'hui qui sonnait à la porte, puis je l'entendais dire à ma mère, maman lui demandait comment ça va, Jean, il venait d'avoir un enfant, mais le petit bébé, il bafouille comme son père, tu sais. Bon, il a toujours un peu brandi ça comme un oriflamme, sa mauvaise diction. Les classiques, c'est pas pour moi, tout ça, il y avait bien du jeu là-dedans, c'était pour lui. C'était pour lui comme pour tout le monde. Vous songez pas à me brutaliser? Vous n'êtes pas brutal? Je reste dans mon coin. Mais ceux qui me provoquent savent ce qu'ils attendent. Quoi? Vous pouvez. J'étais partout, moi. Une petite blague de temps en temps, ça me gêne pas, mais n'importe qui peut vous dire, faut pas me provoquer. Quoi est-ce que vous voulez dire? Vous pouvez me pousser jusqu'à un certain point, mais... Pas plus loin. Exactement. Touche, Xavier, touche. Ça fait pas mal. J'aurais pu disparaître, Julien. Personne n'aurait eu de mal. C'est fou. T'aurais pas fait ça pour dans ma place. Je suis pas un voleur. Je suis pas un gars fini. Je suis pas un gars de ton espèce non plus. Enlève tout mon chemin. J'ai plus d'affaires à toi. Je t'ai dit que c'était trop tard pour le curé. Je suis à peine t'avertir. Il n'y a pas de minute. Il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard pour prouver qu'on est capable de faire l'impossible. Tu comprends ça? Comprends-tu ça? Non. Tu m'es égal. Tu me fais pas peur avec ton 38. Si t'avais le courage de tirer sur moi, tu ne feras pas ici. Enlève tout de mon chemin. Tu enlèves tout de mon chemin! C'est pas capable. Vous avez raison. Je suis pas capable. Dieu merci. Je suis pas capable. Sortez de ma maison! Sortez! Bravo, le père! Bravo! Je m'amène avec moi. C'est la dernière fois que tu me fesses. Tu ne battras plus avec moi. Je m'amène avec moi, puis tu ne verras plus jamais ni un ni l'autre. Tu peux rester dans ta maudite cabane à pourrir, tu le pain. Les d'oreiller ta maudite cabane à partir du moment où je nous mort. Sortez! J'aimerais vous montrer quelque chose en même temps que vous payez. Si c'est ça. Quel drôle de chambre. C'est celle de Bitouche. Mais pourquoi toutes ces chaînes? Pour l'attacher quand il est passage. Attaché à Saint-Jean-Pailly, vous avez de ces idées, il n'y a pas à dire. C'est qu'ils ne sont pas toujours empaillés, n'est-ce pas? Mais bien sûr, oui. Entrez. Mon argent est là. Quelle drôle d'odeur. C'est que ça sent le chimpanzé. Pétouche. Ils sont difficiles à garder propres, si vous saviez. C'est toute une affaire. Bien sûr, bien sûr. Tenez, regardez par là. Où ça? Là. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais détachez-moi tout de suite. Mais on fait pas ces choses, même pour s'amuser, voulez-vous me détacher tout de suite? Non. Ah, mais ça se passe toujours comme ça. Vous n'en portez pas en paradis. Je me plains, je des crier. Personne ne t'entendra. Des crier. Mais On ne t'ajoute pas. Bientôt tu dormiras. Mais je deviens fou, quoi, je rêve ou quoi? On ne t'aiderait pas. Resache, Bitouche. Elles sont solides, tu vas seul. Voulez-vous me détacher tout de suite? Mais vous êtes complètement folle! C'est un acteur qui mouillait sa chemise. Bon, par exemple, il y a des acteurs qui font un peu plus attention à eux, qui se ménagent davantage sur scène, mais lui, c'était un acteur qui s'impliquait complètement. C'est un homme humble vis-à-vis ses personnages. Duceppe, il n'était plus là. C'est le personnage qui est en valeur. Cet homme-là était capable d'un bonheur d'enfant, vraiment de petit enfant qui est tout présent là au moment où il est là et qui se communique à tout le monde. Ça, c'était formidable.
18e enfant d'une famille nombreuse, comme on dit dans les journaux. C'est une erreur de ma mère, une ambition de mon père, je sais pas. Ma vraie mère, était institutrice au Cèdre, près de Valleyfield. Et mon père, mon vrai père, a été vacante, là, avec un front large comme ça. Mon vrai père était passeur au Cèdre au début. Parce qu'au Cèdre, au Valleyfield, il n'y avait pas de pont. Il y avait des Indiens qui passaient les gens en canot dans les rapides. Il était passeur. On regardait le Père Lafeuille, où Jean était vieilli. Pour les besoins du personnage, tout le monde dans notre famille, on était fascinés physiquement. C'était son père, c'est-à-dire mon grand-père, qui était à l'écran. C'était assez incroyable. Mes sœurs et mes frères, mes sœurs, qui encore se rappellent de lui, appuyé sur l'encadrement de la porte, sur le cadre de la porte, comme on dit, chantant son vol qui volait, c'est la chanson qu'il chantait dans les soirées, son vol qui volait, son vol, et essayant un petit peu la main chercheuse qui voyage, là, un petit peu. Et il faut faire choquer ma mère, qui aimait. Et quand maman est morte, il n'a pas survécu longtemps. Cette femme-là, c'était la femme de sa vie. J'ai été ensuite une sorte de fils adoptif pour ma sœur aînée. La sœur aînée a presque charge morale de la famille. Quand la mère flanche ou la mère meurt. Et ma sœur aînée, venant de se marier, a pris charge de la famille. Maman priait, faisait voler des lampions pour pas que je devienne comédien. Ben, il voulait faire un franciscain, il couchait à terre. Il couchait à terre, sur une natte à côté de mon lit, puis il a fait un franciscain. Il s'exerçait? Quand il a fait sa première communion, il a été porter un bouquet au pied de l'autel, puis il a déclamé quelque chose. Alors là, il était marqué. C'est ce qu'on m'a défendu de chanter parce que je faussais, j'ai resté à l'acte de consécration, j'ai été marqué. Il était marqué comme ça. Donc, vous vous êtes préparé pendant quelques années à être franciscain? Oui, quand j'ai su comment ça payait, j'ai changé d'idée. Et je ne pense pas qu'il aurait pu faire autre chose dans la vie que d'être un comédien. Tellement que c'était déjà présent dans sa volonté quand il avait 16-17 ans. Comment je suis arrivé au théâtre? Parce que, comme tout le monde, j'ai joué dans une séance d'école. À la lecture de fin de mois, il y avait une séance chaque fin de mois. Et j'avais congé de devoir, je trouvais ça formidable, pour apprendre des textes que je ne comprenais pas. Et à 18 ans, il y a l'arcade a demandé, l'arcade qui était au Télémétropole actuellement, a demandé des jeunes gens qui s'intéressaient au théâtre de devenir comédiens. Jean, c'est mon plus vieux compagnon, camarade de théâtre. On a commencé à l'arcade en 42, où on était vraiment... vous savez, à cette époque, il n'y avait aucune école, donc c'était nos aînés qui nous apprenaient. On jouait à l'arcade matinée soirée, une pièce par semaine, on répétait jusqu'à 3 heures. Je dormais jusqu'à 6 heures. À 7 heures, je passais à la danse pour tous mes frères, mes cousins. Un rythme fou. On ne peut pas s'imaginer que ces gens-là aient pu faire ce genre de théâtre. Je ne pas, non. On crevait de faim aussi. Mais je mangeais au Northeastern, au Point d'Amherst, toast and bean. Et non, le gars disait, mangez pas d'autre chose. Non, j'ai pas faim, je disais. Il y avait déjà chez lui une espèce d'aurora, vous savez. Il y avait quelque chose. C'est-à-dire qu'il passait pas inaperçu. Mais j'ai joué mes premières scènes d'amour avec Germaine Giroux. Germaine Giroux a toujours été une comédienne que j'ai beaucoup aimée, mais toujours un peu grassette, hein, quand même. Et je me rappelle le premier baiser que j'étais en pyjama, puis elle m'a fait peur, c'était effrayant. Elle a ouvert la bouche, puis elle m'a dit plomb. Physiquement, il était d'une maigreur absolument effrayante. On ne voyait que les yeux. Je jouais pas de profil parce qu'il me voyait pas. Mais je faisais, ça vous croyez-le, je faisais 118 livres à peu près. Et je dirais peut-être en 6 mois, il a changé. Il a pris du poids. Il est devenu extraverti, chaleureux. Il a acquéri une espèce de force. Et ça, c'était évident. Et ça s'est fait vite. Où il a vraiment changé d'emploi. Pour moi, le secret du CEP part de là. Et tout se passe comme si... C'est peut-être... c'est de la superstition, là. Mais comme si les rôles qu'il attendait lui avaient dit « Hey, viens-t'en, là, on t'attend, là. » Mais après ça, Henri Desclés m'a donné ma chance. De 26 piastres, il m'a monté à 35 piastres par semaine. Et les premières tournées, je me rappelle, quand j'étais le jeune de tournée, c'est moi qui s'occupais des valises, le rideau, je réparais les crevaisons, je faisais tout ça, la montée des corps, je faisais tout ça le travail, enfin, ça ne comptait pas mes heures. Mais comme j'étais... Comme actuellement encore, j'en aurais mangé, alors je ne le voyais pas. Jean, tu vas arrêter ton entrée. J'ai voulu faire partie de beaucoup de troupes. Ça, c'est le métier, mais c'est l'homme aussi qui était attaqué. Là, on m'a fait mal. J'ai fait partie des compagnons.
Le père Legault m'a fait peinturer un été de temps, il m'a renvoyé, il m'a fait mal, il m'a fait terriblement mal. Chez Dagenet, qui était un homme que j'aimais beaucoup, qui était le comédien du temps, metteur en scène, qui n'a même pas vu de moi comme régisseur. Je me rappelle dans le temps moins 52, Mont-Royal, il m'a dit que j'avais pas les affinités culturelles, il fait partie de l'équipe. J'étais en somme rejeté de toutes les troupes. Et ça, c'est pas en tant que comédien, c'est en tant que... Par contre, ça me tuait. Je tombais à terre, dans la côte, mais je me relevais enragé. C'était une plaque enregistrée tellement sensible, là. La moindre chose qui se passait en scène, il l'enregistrait. Allô, Minoune? Les enchaînements étaient plus rapides, il n'y avait pas de temps, ça bougeait, quoi. C'était pas appuyé comme le théâtre classique à l'époque, c'était beaucoup plus spontané. J'espère que je vous ai pas éveillé quand je suis rentré un matin. Je veux dire, hier soir. Me prends-tu pour une douzaine de poires? Tu frappais dans la porte à coups de poing, c'est moi qui te l'ai ouverte. Que je perds en mémoire en vieillissant. Je suis allé voir un de mes cousins. Il sort la bouteille, commence à parler du bon vieux temps, une histoire t'en as pas l'autre, du plaisir comme jamais. Quand je suis venu à la réalité, le jour se levait. Toi, qu'est-ce que t'as fait de ton corps? Prenez une coupe de verre au grill en bas. Hein, puis là... Dans sa famille. Disons, point c'est ça de dire ça au rare. Quoi? Je suis rentré au petit heure, tu connais, j'ai beau me prendre en quatre pour dire la vérité. Ah, je m'en sac pas mal, j'ai d'autres chats à côté aujourd'hui. Merci. Avec, je suis pas inquiet, je pourrais bien te rendre l'appareil avec un matou comme toi. Ouais, ben, je vais me remplir le biberon de café, là. Va chercher ton café puis le monte de boire ici. Oui, il s'en vient, j'ai besoin de toi pour lui serrer la vis. Toujours la même idée dans le caillou. Fais ce que je te dis. Sais-tu, à ce propos-là, moi, j'ai la conviction plutôt ramollie un matin. J'ai passé la nuit en méditation sur le problème. Efface-toi si tu veux remonter! Ok, choque pas. Tu sais, cet enfant moins que ça m'a fait tomber dans mes culottes. On gagnait pas d'argent à jouer au théâtre. C'était presque du bénévolat, presque, dans le temps. Nous gagnions notre argent à partir de 1952 à la télévision et aussi à la radio. J'aurais jamais imaginé que ce soit comme ça, une émission de radio. On dirait que c'est vrai, c'est le métier. Nous, ça ne nous impressionne plus, on est un peu blasés. Il faut dire les réalisateurs de Radio-Canada et les auteurs de Radio-Roman étaient très gentils avec nous, les jeunes. Hein. Ils nous donnaient des petits rôles dans 2, 3, quelquefois 4 radioromans différents. J'étais ici à Radio-Canada, ce qu'on appelle le substitut. Dès qu'il manquait quelqu'un un radioroman, il téléphonait chez moi, où j'arrivais avec le résultat que j'avais un rôle dans toutes les continuités. Pense à ça, Colton. Pense à ton avenir. Tu vas avoir un bel avenir au Canada. Tu es un bon mineur, tu gagnes ton argent. Et tu veux plus venir me rejoindre dans ma chambre? Oh, mamquette. Elle veut plus me voir avec toi, Patrick. Bravo les gars, c'est au poil. Se dire qu'on jouait des théâtres, mais des vrais, des grands, en direct. Et maintenant, on n'ose pas, on commence, on arrête, mais on les faisait quand même. Il y avait un tract de première, en somme, qui faisait qu'il arrivait des miracles incroyables à la télévision dans 1h30. Mais parle, voyons, tu m'inquiètes. Eh bien voilà, puisque je ne peux rien te cacher, il est question que nous quittions la ville pour la campagne. Sans blague. Tu es sérieux? Mais c'est magnifique. J'adore la campagne, moi. Et où? Brinkville. Brinkville? Mais c'est très joli. Et c'est pour ça que tu es triste? On jouait les personnages beaucoup plus vieux que nous. Vous aviez à peine 30 ans? Moi, à peine 30 ans, moi, ça m'a aidé terriblement. Ça donnait des rôles de composition, mais c'était des rôles énormes à jouer, très beaux à jouer, et des résultats qu'on a joués. Non, il y a une année où il n'y a que Provo qui m'a battu, j'ai fait 12 téléthéâtres. Il y a Provo qui m'a battu, il en a fait 13. Alors, on n'arrêtait pas. Je me demande qu'à faire que tu me dis que c'est un voyage gratis, rien pour partir, ça me coûte une fortune. Un billet pour moi, des valises, une robe pour toi. T'es pas bien ici? Mon café t'a concouru à ce programme-là. Le pape qui jouait tous les soirs en haut de ton lit dans son cadre. Zéphyr, je veux pas que tu parles comme ça de mes enfants. Ça me dit rien, moi, de la Rome. C'est pas ma fille qui va me faire vivre. Pas ma fille non plus qui va s'arracher le cœur, puis se ruiner la santé pour sauver son petit frère. C'est moi le père, c'est moi qui va travailler. Et je suis pas capable d'arriver, je fais un bon rien, quoi, c'est tout.
Je vais pas entendre parler, j'ai plus qu'à sa question. Allez, allez, ouais, étudier. Bon, c'est comme ça que je t'aime. Donne-moi un petit bec, va étudier. Ouais. Je n'ai d'oreilles que pour vous entendre me dire où sera le prince Amido ce soir. Oh! Merci. 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 Patron, c'est gagné! Il est plus pour là! T'es certain? Il n'y a pas d'organisie! Ah, c'est raté, pas d'organisie! T'as forcé des fêtes, la ville et tout! Il a fait la déroute! J'ai battu les deux mains comme il avait approché quelques pièces, tu comprends? Celui-là, faudra peut-être battre aux prochaines élections! C'est pas nécessaire, patron! Oh, le vieux pouillasseux vice-point d'un premier ministre, hein? À terre, ils peuvent s'en venir! Dans n'importe quoi que Jean jouait, que ce soit drôle, que ce soit triste, il était devenu, je pense, une espèce de monstre sacré. Quand il rentrait dans un écran de télévision, là, ça remplissait l'écran, ça. Il n'y avait pas besoin d'être 24 dans un écran. Quand Jean était là, pouf, l'écran était plein. Bonsoir, mon cher beau-frère. Ben, t'es de cérémonie, t'es comme Ovid, toi? C'est parce qu'à soir, c'est un soir de cérémonie. Bonsoir, Jeanne. Bonsoir, chérie. Non, que c'est ça? C'est du rouge à lèvres? Pourquoi pas? Ça fait plus gai. Ah, ben, moi, ça, pas trop. J'aime pas bien ça. Voyons donc, Napoléon. T'aurais dû faire un frère, toi, Napoléon. Frère Napoléon. Faut pas oublier que nous étions en direct, que nous jouions en direct. Il fallait que les comédiens sachent le rôle. Et quand on avait bien appris la mécanique, on travaillait sur les sentiments. Et quand on entrait en studio, fallait que la technique entre dans le jeu. Alors, la première répétition, c'était pas pour nous, c'était pour la technique. La caméra ne savait pas où on devait aller au début. Vous comprenez tout ça? Mais à un moment donné, ça tombait, là. What the Je suis en train de prendre mon bain de soleil. Jamais t'avais une belle jambe de bain. Faut-tu t'en aller, mais j'appelle la police? Le mercredi, c'était en français, en direct. Le jeudi, on répétait en anglais, puis on le faisait vendredi soir. Non, je t'en go away. I'm a little tired. Let me take a little rest, will you? Oh, Lord, it has to happen to me. Well, you're starting to have a little tan. Don't touch me. Sur le plateau des Ploufs, c'était une partie de plaisir, surtout quand Jean était là. La province semblait arrêter de vivre le mercredi pour voir les Ploufs. Il était question que des Ploufs sur la rue. On était devenus dans notre petit monde à nous à Montréal. Était devenus comme dans le grand monde d'Hollywood. J'entends des idoles. On vous dirait des idoles à bon marché, mais des idoles quand même. On parle de moi partout. On va l'avoir à notre drapeau. On va l'avoir à notre hymne national. Au Canada, terre. Explique-le donc, tu sais quoi dire. Fâchez-vous pas, fâchez-vous pas. Le peuple cherche la vérité. Moi, je l'apporte. Hein, je suis dans le droit chemin maintenant. Ma vie est un apostolat. Vous êtes pour ça, ben. Bonsoir, Stan. Ça fait. T'emplis peut-être bien autres, mais moi, tu m'emplieras pas avec tes foderies, certain. Y'a pas de sortie assez vue, fais plus de voir. Bon. Je t'avertis, hein. Ma fille, Ramona, lâche-la tranquille, puis mon garçon, tu mets tout. Ah ouais, va-t'en dehors, va prendre une marche, là. Ben, je vais en prendre une marche. Je suis à Ottawa. Et je serai pas tout seul. Sors dehors, communiste! Hey. Pas de chicane devant Joséphine, là. Bonsoir, maman. L'heure de la victoire approche. Stan, tu devrais partir avant qu'Ovid arrive. Ovid, un capitaliste. Capitaliste, tu dis que si t'entendais, il perdrait bien connaissance. Tu sacres le temps. OK, je vais sortir. Et quand on sera au pouvoir, c'est vous autres qui sortez. Ouais. À la télévision, j'ai fait les Ploufs 9 ans, j'ai fait 9 à 5, j'ai fait 4 ans, j'ai fait Rue des Pignons 11 ans, puis j'ai fait Terre humaine 5 ans. Monsieur le ministre, j'étais gâté. Auriez-vous des renseignements secrets sur la première ministre? Oui, de secret sur personne au sein du cabinet, du moins pas encore. Renaud, tenez-vous loin. Je ne suis pas intéressé par ce qui se passe dans le bureau de la première ministre. Mon œil. Je suis intéressé peut-être, mais pas assez pour fouiller. J'ai perdu le goût de ça. Non, vous me faites parler. C'est bien qu'avec la grève d'en bas, il n'y aura plus de concurrence. On reste, comme on dirait, les maîtres de la cour. On va pactiser, travailler de concert, faire un bloc. Après, c'est bien que la rareté fait la cherté. Il y a un tas de goélettes en bas là, qui vont rester amarrées pour l'été. C'est là qu'elle est, notre chance.
On va doubler nos prix. Les prix, ceux que j'ai fixés tantôt. Trop cher! D'une bonne moitié. Ben, il faut penser à ce qu'on a payé, nous autres. Oui, que votre fils a dû payer. Vous savez que mon fils et moi, on fait rien que... Baissez votre prix de moitié et j'achète tout votre blé. Vous saurez qu'on n'est pas dans l'embarras. Si vous en voulez pas ce prix-là, on saura bien où découler. Mais c'est une honte! Pèse bien ce que tu dis, veux-tu? Pourquoi ben peser ce que je dis? Qu'est-ce que tu veux dire par là, toi? T'as pas l'idée de comparer une Honda à Pauline? Pourquoi pas? Non, j'adore. Pauline, c'est une dame, ça a de l'intelligence, ça a de l'esprit, ça a de la féminité, ça... J'avais pas envie d'en prendre un autre. Quand j'écrivais un rôle, il m'inspirait. Alors, c'était tout bénéfice. Jean, une fois rendu devant la caméra, là, c'est un gars tellement à l'aise, là, qui possède tellement son personnage, tu peux lui demander ce que tu veux, puis ça va arriver. Puis, Inonda. Inonda. Fais-moi pas dire ce que je pense, toi. Dans ces conditions-là, je vous dis, Monsieur Lafeuille, adieu. On ne se reverra plus. Jamais. Voyons, Nathan, voyons, on peut discuter, on peut parler, voyons. Non, réfléchis un peu, t'es pas pour comparer Inonda à Pauline, voyons, Nathan, Fais pas laisse insulter ma femme. Inonda, la veuve joyeuse du quartier. Seigneur. Commandant, Nathan! Moi, j'étais la copine, j'étais celle dont on peut un peu abuser dans ce sens-là. Et souvent, je lui disais, le jour où tu apprendras mes textes, avec mes mots à moi, tu me ferais donc une grande joie. C'est jamais arrivé. Et je lui en veux pas. Puis tu pouvais pas y tomber sur la tête puis dire, Jean, vas-tu te la fermer? Tu pouvais pas faire ça. Puis je pense pas que personne pouvait faire ça. On lui pardonnait bien des choses qu'on n'aurait jamais pardonné à un autre. Ça, faut être juste pour les autres et pour lui. Puis, je sais, il y a des comédiens je n'aurais pas passé la moitié, je sais pas, c'est 17. Jean, il faisait des conneries. Non pas parce qu'il était méchant, ou parce qu'il était comme un grand enfant. Et puis quand il avait bien le cœur gros, ben là, il venait pleurer sur mon épaule. Quand on pense que l'année prochaine, comme à chaque année, on va aller sur le bord de la rivière à Saint-Michel. Mais avec le bébé, il va être avec nous autres. Ma petite fleur, je te souhaite de ne pas changer, de rester comme t'es. Toujours prête à aimer, le cœur grand ouvert. Je pense à la seule manière de mener une belle vie. Tu peux pas savoir le beau cadeau de fête que tu me fais. De temps en temps, il suscitait beaucoup de terreur, cet homme-là, beaucoup d'admiration, beaucoup de respect, Puis tout d'un coup, on pouvait le prendre comme un bébé, puis... Parfois, Jean venait me voir et disait, Trudel, je suis pas hâte de la faire scène. Au tout début de Terre humaine. Puis là, je le prenais d'un coin, je dis, écoute bien, Jean, là, hein, tu me raconteras pas de peur, là. T'en as fait d'autres. Pas mal plus difficile que ça. Puis je te garantis que t'es capable. Alors, il était très fort et très petit, en même temps. Puis ça pouvait basculer d'une seconde à l'autre. Ça t'est jamais passé par la tête qu'il pouvait t'aimer? Hein? T'as toujours rendu chez nous et tu vas comme un petit chien de poche. Oh non, jamais, papa. Ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce qui n'a pas d'allure? Michel? Mais non, pas lui. Il n'a pas l'air fin, Michel? Oui. Il n'est pas aimable. Il a une belle face, une belle shape, une belle éducation. Ben oui, il y a tout ça. Enfin, je le pense. Mais moi, je peux pas le voir autrement qu'en cousin. À un moment donné, j'enregistre là, une autre scène que du n'est pas là. À un moment donné, j'entends simplement Trudel, salut, on travaille pas ensemble. Clop, il a raccroché. Là, je continue à enregistrer, tension 1, tension 2. Mais là, tu te dis, qu'est-ce qui va arriver? Tu sais, je veux dire, j'ai besoin de 17. Moi, c'est un personnage important. C'est parce que il y avait eu une mauvaise critique, justement, à Radio-Canada, une personne qui a fait une mauvaise critique sur les ondes de Radio-Canada. Puis là, c'était pas contre moi, en fait, qui s'en prenait, mais c'était contre la société Radio-Canada qui s'en prenait pour la mauvaise critique. Quand tu faisais des colères au théâtre, tout le monde se taisait. Il pouvait piquer des colères épouvantables. Moi, je l'ai vu en piquer certaines. C'était pas drôle. Si on le connaissait pas, ou pour un jeune, par exemple, qui voyait ça, il faisait peur. C'est quelque chose qui allait pas. On le savait. On était mieux d'attendre que ça passe. Il partait en coulisses, et là, il n'y a plus personne qui disait un mot. Il était tellement important, il prenait tellement de place. Ça pouvait être déclenché pour à nos yeux, une bagatelle ce matin-là, mais lui, il avait comme le cœur gros, là, puis ça prenait toute la place.
Et là, il repartait dans le personnage et on était tous, on pleurait, on était tous émus parce qu'il venait de retrouver cette espèce de brassage d'émotions en lui, de le provoquer. Tout pour lui, sauf la platitude. Je pense qu'il détestait à tout prix la platitude. Mais ça virait toujours à la blague. Mais 2 jours après, il revenait, puis ça finit là. Ça finissait là. Il revenait, on lui pardonnait tout. Il n'a jamais demandé pardon. Il faisait comme si ça n'avait pas existé. Mais comme il était de bonne humeur avec toi, ça marche. Et Jean, c'était ça, c'était le charme constant, avec tout le monde. Hein? Il me semble que je vaux bien quelques petits sacrifices. Ça me ferait tellement plaisir. T'as raison, ma Pauline. Je vais faire tout ce que tu voudras. Je vais commencer demain. Hein? Oh, ben, il me semble que tu pourrais avoir un bien plus mauvais mari. Un petit bec comme ça dans le cou d'une maison où on donne une veillée, là, puis hein. Mal masqué. Sacré Henri. Ouais. Ouais, à part de numéro, vous en êtes un pas pire. Et vous, à ça? Tiens, bébé, je passe la soirée tout seul en ville, puis j'ai peur de m'endormir en regardant la télévision. T'auras pas un petit coin pour moi dans ton petit intérieur parfumé? Quelle belle chouette, va! Hélène, laissez ces poteaux. Depuis que je vous ai rencontré, je ne dors plus. Je me lève, je me couche, je me relève, je me couche, je dors plus. Avez-vous essayé du Gardénal? Du Gardénal? Oui, du Gardénal. Oh, vous vous moquez de moi. Ayez pitié si vous ne m'aimez pas. Allez donc coucher. Penses-tu qu'on peut dormir quand on sait que t'es encore réveillé? Oh, toi, essaye pas. Tu le sais, tu m'auras pas. Je t'aurais pu. Les hommes, vous êtes tous des traîtres. J'ai toujours aimé ça, les jolies femmes. Surtout quand elles ont du cœur. Et je suis un connaisseur, vous savez. La fille que j'étais parti avec, elle s'appelait Arline. Elle avait une robe de soie rose. Je serais prêt à faire n'importe quoi, à m'arracher le cœur pour te faire plaisir. Je sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais tu peux être sûr que j'arrêterai jamais de t'aimer et de t'appeler ma femme. Parce que le matin de notre mariage, je savais ce que je faisais quand j'ai promis d'être ton mari pour la vie. Aussi, je vous aime, Jeanne. Je vous ai aimé la première fois que je vous ai parlé. Je suis un peu en tort, hein? La première fois, 37 ans. Passer ma jeunesse à vous attendre. Je regrette pas. Joyce, combien de temps que je t'ai dit que je t'aimais? Où est-ce qu'on oublie de dire ces choses-là? Hein? On va toujours les dire. Je veux dire que t'es belle aussi. Tu dois être aveugle depuis des années. T'es mon soutien, Linda. C'est toi qui me donne de la force. Oh, t'exagères tout. Tu prends toujours la vie trop au sérieux. Tu fais des montagnes avec des riens. Tiens, dimanche, s'il fait bon, on ira à la campagne et puis on fera un pique-nique. Puis s'il fait chaud, on baissera le pare-brise de l'auto. Je vais, mademoiselle Blanche. L'hiver s'en est allé. Le temps des lilas va venir. Voulez-vous m'aimer pour toute la vie, mademoiselle Blanche? C'était un acteur facilement ému. Des fois, je lui disais, tu pleures trop. Alors que nous, les actrices, on aime tellement ça pleurer. Mais, ah oui, il se laissait émouvoir. Votre mère qui vous a appris si bien valsé, mademoiselle Blanche? Non, c'est ma sœur, celle qui a beaucoup de cavaliers et qui est bien plus belle que moi. C'est difficile d'être plus belle que vous, mademoiselle Blanche. Hé, marche pas trop ses pieds, hein, papa? Pas toujours à Saint-Jean-Baptiste, aujourd'hui. Essaye de nous attraper si t'es capable. Voilà, gars, il va sortir sa carabine à plat. En 53, alors que j'avais 23 ans, c'était juste un peu plus âgé que moi. Il avait accepté, il était un comédien professionnel, il avait accepté de jouer dans ma première pièce qui s'appelait Zone,
Et il était extraordinaire. Et puis, on a joué ensuite du Dubé. C'est incroyable. On a créé toutes les pièces de Marcel Dubé. On était de toutes les pièces de Marcel. Puis, on avait du plaisir là-dedans. On se sentait bien. À cette époque-là, d'ailleurs, les comédiens, les metteurs en scène ne reculaient pas devant le travail. On jouait presque uniquement, je dis presque uniquement, pour avoir la possibilité de lancer des jeunes auteurs. Si une fois la première passée, même si la première avait été un succès, l'auteur et le metteur en scène pouvaient continuer de travailler encore pendant 2 semaines sur la pièce pour améliorer le spectacle. Et Duceppe était toujours là, toujours prêt à travailler. Tout le monde était prêt à travailler autour de lui. On se sentait à l'aise, on pouvait enfin jouer des choses qui étaient près de nous. Je savais qu'en écrivant un personnage pour lui, je savais qu'il le ferait, puis qu'il irait jusqu'au bout. Alors, c'était vraiment un homme important dans la vie. Vous avez trop bu, petit pigeon. Vous buvez trop. Je fais ce qui me plaît. Quand j'ai envie de boire, je bois. Quand j'ai envie d'aimer une femme, je l'aime. Quand je manque d'argent, j'en fais. Je fais un escargot, je vis pas d'une coquille, moi. Parlez fort. Vous allez déranger les voisins. M'en sac des voisins! Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que j'ai? J'ai dit que je t'aimais, mais tu m'as ri au visage. Parce que je vous ai pas cru, parce que ça Virginie, m'était c'est pas ce que c'est! Que t'aimes une femme qui se refuse. J'ai pas l'habitude qu'on me refuse, moi. Quand j'étais petit gars, OK. Quand je gagnais pas une pièce, OK. Quand tu en silence. Maintenant, j'ai de l'argent. Je suis un homme en pleine force. C'est comme une femme. Jean Duceppe avait ce talent inné, probablement, et cet instinct de pouvoir entrer, j'emploie un cliché, dans la peau de son personnage, mais je devrais dire dans la peau de tous les personnages qu'il a incarnés. Duceppe entrait à fond là-dedans. Tu m'as jamais appuyé, Sophie. T'as jamais eu confiance en moi. Même avant que je devienne chômeur. Tu m'as jamais encouragé dans mon métier. Un métier que j'aimais. T'as tout fait de me rabaisser continuellement comme j'étais un homme de rien. Le vendredi, comme je t'apportais ma paye, que je te la donnais pour que t'en fasses ce que tu voulais, tu ne disais même pas merci. Prenais mon argent comme je l'avais pas gagné, comme je l'avais pas mérité, comme je n'en avais jamais assez. À chaque fois, ça me faisait quelque chose. J'ai jamais rien dit. Aujourd'hui, vous dites que j'ai su cœur depuis longtemps. T'as eu des enfants, Sophie, t'es élevée, t'es nourrie, mais t'as jamais été ma femme pour vrai. Tout ce que t'as fait, tu t'as fait en dehors de moi, contre moi. J'ai peut-être mal joué mon rôle de femme, Charles. Mais rappelle-toi aussi que t'as rarement agi comme un homme avec moi. Eh, peut-être. Peut-être, ça c'est peut-être tout vrai. Mais maintenant, je peux pas. Je pourrais jamais oublier que j'ai perdu ma vie à cause de toi. Oh, tiens, je vais me coucher dans la chambre d'amis parce que ce soir, plus que jamais, je me sens étranger dans ta maison. C'est pas ma maison, comme tu dis. C'est la maison que t'as fait construire pour mettre tes propres faillites à l'abri du regard des autres. Je suis encore le maître dans la maison. J'ai fait mon devoir de mère. Ton devoir de mère, c'est dans le passé que t'aurais dû le faire. Si t'avais su l'élever, ta fille. Mais je l'ai élevé comme t'as élevé ton garçon Guillaume. Je te prierai de pas mêler mon nom à votre discussion. C'est le cas de Suzy qui va régler, pas le mien. Ah, toi, tais-toi! C'est un personnage qui aurait peut-être, dans le... Quand Dubé l'a écrit, c'est un personnage qui a entre 45 et 50 ans, mais quand il l'a créé, Jean Duceppe avait à peine 37 ans. Et il savait le composer, avoir l'énergie de ça, la passion de ça. Tu t'imagines peut-être qu'on va te prendre avec nous autres. Maman m'a dit que la porte était ouverte. Ta mère m'avait pas consulté. Je ne pouvais pas agir autrement, j'ai écouté mon cœur. Si je faisais de la prendre à retourner avec son mari, pas peur. Tu te trompes, papa. Je me trouverai un appartement, Raymond s'occuperait de moi. Tu serais capable de faire ça? Tu serais capable de demander à un autre homme que ton mari de te faire vivre? Oui. Et comme je suis pas encore sûre de Raymond, j'ai choisi de revenir à la maison. Quelle sorte d'enfant que t'as mis au monde, Marco? Mais tu peux me dire, quelle sorte d'enfant que t'as mis au monde? Mais les enfants que tu m'as donnés, William! Ah, jusqu'à maintenant, ce que je t'ai donné, t'as jamais eu cœur de le gagner ni de le mériter. Le temps est venu que tu te grouilles un peu. Certain que c'est nécessaire, le fait. Ah, t'es un homme, non? Si tu le dis. Quant à moi, j'aurais pu attendre encore un peu. Je pensais que t'avais une colonne vertébrale. J'en ai une, mais comment c'est de fatigué? Écoute-toi, voyons, un jeune comme toi, avec l'avenir qui s'ouvre devant toi, elle a tout préparé d'avance. C'est ça le problème de naître dans une famille riche, tout est préparé d'avance, tu peux pas avoir le mérite de rien. Je serai au bureau du père lundi. Je promets pas d'être en forme, par exemple, parce que j'ai une grosse fin de semaine. La forme, ça se prend vite, puis le coup des affaires aussi. On a un compte à régler, mon petit gars. Lève-toi quand je te parle. Je me fais asseoir quand t'es entré, je vais mieux rester assis maintenant. Quand je te demande de te lever, lève-toi! Essayes-tu de me faire peur, le père? J'ai plus peur. J'ai passé l'âge d'avoir peur de toi. Moi non plus, j'ai plus peur. Non, j'ai pas peur. T'as beau être jeune, c'est pas la peur qui m'empêcherait de te prendre par le collet puis de te donner une volée, comme jamais t'en as reçu une de ta vie. C'est moi, je me salirais les mains.
peux pas commencer à faire aujourd'hui ce que j'aurais dû faire quand tu portais encore des culottes courtes, quand t'étais pas encore un voleur. Je vais pas, le père. Ça fait juste commencer. Il est arrivé des soirs dans William, j'ai réussi, je pense, à oublier complètement Duceppe, tant mieux que les spectateurs, mais à jouer, alors à me perdre dans ce personnage-là, qui était un rôle de gars qui donnait tout, qui voulait acheter tout et son argent. Et c'était, je pense, le propre de bien des hommes canadiens français, à mon avis, avide de pouvoir, pas tellement pour eux, comme pour dire qu'ils l'avaient, le pouvoir. Alors, Marcel a décrit ça très souvent. Laissez-moi vous regarder. Laissez-moi regarder vos visages. C'est la première fois que je vois vraiment ce que vous êtes. Oh, Étienne a bien fait de mourir avant d'être cœur et complètement. C'est ça. C'est ça, ma famille. C'est ça, le résultat de 28 ans de mariage, Margot. C'est pour en arriver à ça qu'on a uni nos deux vies à 20 ans. C'est vers ça que m'a conduit l'amour que j'avais pour toi. On fait juste te renvoyer ton image, William. T'as toujours dit que ta vie était une réussite. Je m'aperçois que je l'ai gaspillé pour une famille de tricheurs. C'est tout ce que vous savez faire. Tricher. Je peux vous voir. Disparaissez de ma vue. Allez crever où vous voudrez. Je vous maudis. Tenez, vaut mieux le laisser seul. Demain, il aura retrouvé sa raison. Il faisait toujours cette blague. On me disait, Marcel, tu me donnes les 2 ou 3 premières répliques d'une de tes pièces, et puis j'improvise le reste, si tu veux. Alors, c'était une blague qu'il faisait souvent. Puis, mais c'était un peu vrai. Dès qu'il possédait le personnage, on dirait que les répliques venaient avec. Je viens de me voir tout d'un coup. Oublie ça. Oublie tout ce qu'elle a dit. Voyons, des paroles en l'air. J'ai été honnête toute ma vie, par peur. Pas par honnêteté. Par peur. Tu vas pas te mettre à avoir des idées folles dans la tête. Pas des idées folles. À 27 ans, j'ai commencé à avoir peur. Une situation stable, un avenir assuré. Là, j'ai pu bouger. Bouger. Même pas essayer de bouger, même pas essayer. Même si t'avais essayé, t'aurais pas réussi. T'avais trop de choses contre toi. Des patrons anglais. Une instruction qui pouvait pas te faire remarquer. Qu'est-ce que t'aurais pu faire? J'aurais pu essayer! J'aurais pu essayer! Gaston. Laisse-toi parler, Gaston. Oh, tout est fini. Non, Gaston, regarde-moi. Regarde-moi, Gaston. Moi, Gaston, je t'ai toujours admiré. Moi, Gaston, j'ai toujours été fier de toi. Moi, Gaston, j'ai jamais cessé une minute de t'aimer. Moi, Gaston, je t'ai toujours aimé. Toujours. Toujours aimé. Avec Jean Duceppe et Jean-Tiens. Merci. Il est 7h13. Là, vous savez, c'est tout ça merveilleux. J'entends l'annonce des banques, là. C'est un gérant de banque, mais un comédien. Le gérant de banque, je m'excuse, il y a des années que je peux aller au théâtre. Le comédien ne fait vous en pas. Il y a des années que je peux aller dans une banque. Il exagère, les gars, il exagère. C'est vrai, c'est vrai qu'on a vu des comédiens anglais qui charriaient, puis on a vu des anglais qui charriaient aussi des fois. Ils sont pas si méchants. Il a été extrêmement populaire et lui, une de ses caractéristiques, contrairement au Morning Man de nos jours, vous regardez des souvenirs télé de Normand Daoust. Sociaux. Ce n'est pas être contre les Anglais que de réclamer un peu de respect pour les acheteurs du Québec. Il était un peu Don Quichotte, genre. Il se défonceur de porte ouverte, puis il embrassait n'importe quelle cause, puis là, ça devenait sa cause. Pourtant, messieurs les députés, viendra bien un jour où la mémoire nous reviendra. Je l'espère. Vers les années 57-56, comme j'avais la radio, je me demandais comment réveiller les gens, et je les provoquais. Il était très provocateur, parce que lui, il s'imaginait que son émission fonctionnait bien quand le téléphone ne dérougissait pas. Il lançait des bourdes monumentales, comme par exemple, tous les chauffeurs de taxi sont des voleurs. Tous les chauffeurs de taxi de la ville se donnaient rendez-vous au coin de Metcalfe et Sainte-Catherine. On était au 980 Sainte-Catherine dans ce temps-là.
Et Duceppe, là, devenait heureux. Il était venu à bout de piquer quelqu'un. Dire, à propos de Simpson, mettons qu'il y avait une annonce, 9 de nos employés sur 10 parlent français. J'avais laissé le poste CKC qui est en face durant 2 disques. Là. J'ai joué 2 disques, je suis allé acheter une cravate, je suis revenu, j'ai frappé le 10e. Il faisait l'annonce pour Steinberg. Il devait la faire. Et Steinberg était en grève. Alors, quand il a fini l'annonce, il dit ben, ils sont en grève, allez en acheter chez Diane. Jean a mené des combats le matin à la radio contre le maire de Jean Drapeau à l'époque. Il s'est battu contre Drapeau et c'était virulent. Duceppe se faisait parler assez régulièrement. Mais ça ne l'énervait pas. Il disait très bien, je vais arrêter, mais quelques jours plus tard, il commençait. J'ai fait tous les postes, CKC, j'ai fait CGMS, j'ai fait CKM, j'ai fait tous les postes et j'étais mis à la porte de tous les postes pour, comme je dis, opinion libre et non partagée. Quand on entrait le midi à la maison et que maman avait un drôle d'air, on savait que papa venait d'être congédié. Édito 73. L'opinion de Jean Duceppe sur les événements et les hommes. Les propos de Jean Duceppe n'engagent nullement la responsabilité du poste CKAC. Alors, c'était le commencement d'un grand réveil. Et je pense que Duceppe, avec quelques autres, mais à la radio, sûrement dû à Duceppe, le peuple québécois a commencé à se réveiller. Je veux pas qu'il y ait des représentations sans désir vrai, des hommes inhabités. C'est vrai! Monsieur Valette, vous abusez! Des mous, des diètes, des larmes! Monsieur Valette, vous allez trop loin! Ça ne surprend vous-même! Quand ça faisait pas son affaire, tu sais, il y a des gens, des fois, qui vont se taire, puis ils vont dire, bon, ben, OK, on va laisser passer, puis bon. Mais lui, il était comme pas capable. Alors, il s'ouvrait la trappe, et puis ça éclatait. Qui c'est qui détient le commerce? Le réseau des bateaux? L'administration? Les Anglais, je suppose? Une poignée de crapules! Monsieur Bourdage. Votre père est de la race, madame, je l'ignore pas. Il est en effet marchand anglais. J'ai du respect pour vous, madame. Mais pour James Saint-Pierre Marette, je regrette. Je veux bien tâcher d'oublier mon origine. Mon grand-père a été chassé de l'Acadie. Par qui? Mon père, 2 fois de la baie des Chaleurs. Par qui? Ça, il fonçait, des fois, il disait fais attention, là, parce que. Il venait gros l'autre bord. Il fonçait, des fois aveuglément. Vous avez toujours vu petit père! Pendant que vous vous éreintiez dans votre boutique d'eau, des Anglais, ils étaient à montagne, ceux-là. Ils sont fait aider par le gouvernement. Ils ont gagné le Pacifique. Vous n'aimeriez pas tant pas de gars sur un millionnaire, non? Il essayait plein d'affaires, il provoquait les choses. Et puis il y a même eu un journal aussi. Alors le journal que j'ai en tête va peut-être servir à une masse de Canadiens français à faire le point. Et je pense que ça s'impose. Comme patron de journal, ça n'a pas été trop heureux. Mais par contre, il faisait des mousses de bons billets. Les Trotsky, tu vas comprendre. Commencez pas avec la politique, papa! Ça n'a rien à voir avec la politique! Mais tout est politique. Le vin de mon père est politique. Le pain de mon assiette est politique. Ton manteau de fourrure, c'est politique, ça aussi. En fait, c'est au niveau de l'injustice, je pense. Il y avait des trucs qui l'offusquaient, là, énormément. Quand vous voulez pas répondre à une question, vous appelez toujours Trotsky à votre secours. T'es fâché parce que je veux pas aller m'installer dans ta grosse maison appartement de luxe où qu'avec un mois de loyer, on peut nourrir toutes les familles ici de sa rue pendant 1 an. C'était beaucoup ses origines. Il venait d'un milieu pauvre, de l'est de Montréal, Faubourg-Amlas, par la suite Maisonneuve. Ils nous ont appris que la meilleure façon de nous défendre, c'est de nous enfermer dans nos paroisses, dans nos maisons. Quand c'était pas le portrait du diable qui nous montrait pour nous faire trembler, c'est celui d'un Anglais ou d'un communiste. Après nous autres, tout le reste du monde était des méchants. Pas de plaisir nulle part, du mal partout. Ils nous ont appris à avoir peur des fantômes pendant qu'on nous dépouillait de nos vrais biens. C'est comme ça qu'on nous a éduqués, c'est comme ça qu'on nous éduque encore. Il croyait en ses idées, puis il les défendait. Et souvent, il prenait la cause, je pense, des démunis. Ça a toujours été une préoccupation assez importante chez lui. Puis il prenait la cause des artistes également. Il n'est pas question ici ce soir de capotinage. Il est question d'un geste de solidarité d'un groupe de comédiens envers d'autres comédiens. Et il y en demeure pas moins que les structures actuelles sont pour le moins antidémocratiques. Elles ne représentent pas la majorité des membres. Et il y a des sections privilégiées. Si tout le monde paye, il faut que tout le monde puisse y aller. Or, actuellement, tout le monde paye et tout le monde va payer, mais pour une classe qui est privilégiée. La campagne de recrutement a pour but simplement de recruter tous ceux qui
Je veux dire qu'ils sont contre, ceux qui sont restés indifférents jusqu'ici, ceux qui ne sont pas tout à fait d'accord, toutes les mauvaises têtes, en somme. Je pense que les artistes canadiens ont toujours respecté les artistes étrangers, et on les respectera toujours. Simplement, on est chez nous, et si je vais travailler en France, il faut que je paye un permis de travail, je vais le payer. Le bal blanc, c'était pour la masse, synonyme de gens arrivés, riches, et une chose tellement sélective que c'était plus l'affaire Saint-Baptiste, peut-être une chose populaire, l'affaire de tout le monde. Nous demandons à M. McLean, qui est un monsieur important dans la communauté anglaise, de rétracter son article dans le Star, qui est apparu en page 3 du Star, où il nous accuse de racisme. Nous l'accusons, nous, de discrimination. La première lutte que j'ai faite, on l'a fait ensemble pour la création du Cégep Vieux-Montréal, contre les collèges privés. Et ça avait reviré en bataille dans la salle. Les parents s'empoignaient, il y avait 600 personnes. Moi, c'était ma première lutte, puis on l'a fait en commun. Si, par notre jeu, nous avons pu amener chez certains un moment de réflexion, nous avons simplement voulu établir un parallèle entre deux situations et rappeler à tout le monde qu'en 1949 et en 1976, il y a des situations qui se ressemblent étrangement. Dans des grèves, il est intervenu beaucoup. Swimmer Dogville en 1957. Tu as eu des nouvelles d'Albert? Il est encore en prison. Il va être accusé d'homicide involontaire. Sico, je pense qu'il s'était rendu ses lignes de piquetage. Il en a fait beaucoup. J'avais un petit côté Don Quichotte, évidemment, et je suis arrivé dans ça tout feu, tout flamme, dans le but de défendre les comédiens, mais dans le fond, par égoïsme, de me défendre moi-même. J'ai eu le malheur de avoir à faire la grève de Radio-Canada. Les réalisateurs ont décidé de faire la grève, et nous, par solidarité, on n'avait pas besoin de la faire, on a décidé de ne pas franchir les lignes de piquetage des comédiens. J'ai expliqué qu'on ne passe pas, normalement, un homme qui se respecte, une femme qui se respecte, ne passe pas une ligne de piquetage. Et j'avais expliqué ça avec mes mots à moi. Et puis, finalement, ils m'ont tous cru parce qu'il n'y en a pas un qui a passé la ligne de piquetage. Et ça a duré 3 mois en hiver et c'était très dur. Donc, à ce moment-là, la présidence de Jean Duceppe a fait en sorte que les membres, les artistes se sont trouvés une raison de solidarité et ont commencé à défendre des causes qui leur semblaient tout simplement justes et légitimes. Je vous laisse la clé et la combinaison de la chambre forte. N'hésitez pas à vous en servir si besoin est. Dois-je comprendre que j'assumerai les pleins pouvoirs jusqu'à votre retour? Je vous remercie de votre confiance, monsieur. Beaucoup d'artistes, et Jean Duceppe en particulier, ont aidé à porter le Parti québécois au pouvoir en 1976. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soir. Je me souviens de la première campagne de drapeau, moi, en 1954, où papa était dans l'équipe de drapeau, là, comme partisan, un promoteur, ni plus ni moins. En 1962, il avait été des membres fondateurs du NPD. La première assemblée de la NPD a tenu au Poil-Sauvé, c'est papa qui l'animait. Je suis ici comme citoyen et comme père de famille et comme gars qui en a marre de toutes les promesses électorales faites depuis des années. La campagne électorale de 60 avec l'évêque, de 62 sur l'électricité, de 70 au PQ. Donc beaucoup de campagnes électorales, de prise de position politique. Que je commence à avoir confiance aussi qu'on va gagner le 20 mai. Alors lâchez pas. La devise a toujours été Excelsior, Pio, toujours Pio. C'est la raison pour laquelle William Larose a décidé de se lancer dans la politique aux prochaines élections. J'ai failli m'engager pour René Lévesque et c'est Lucien Saunier qui l'a pris et qui m'en a empêché. Et maintenant, votre futur sénateur vous offre à boire! Et Saunier lui a dit, quand tu lis une critique, soit une pièce de théâtre, le lendemain matin, et que on te descend, ou tout au moins, là, c'est pas une bonne critique. Comment tu te sens? Il dit, je file pour te tuer. Il dit, va pas en politique. À bas les vieux partis! Hurrah pour la vérité! Alors moi, je pense qu'il a bien fait. Il a apporté plus à la société, je pense, moi, en n'étant pas en politique. Les boys, vous allez nous compromettre cette voyante, moi je le dis tout à l'heure.
Il n'y avait pas d'engagement partisan aveugle et à tout prix chez Jean Duceppe. Il a fait le procès de ce gouvernement-là au moment où il fallait le faire. J'ai le droit de donner mon opinion, surtout, à tort ou à travers, mais j'ai le droit. J'ai le droit. Et à certains égards, je pense que j'ai le devoir aussi, si cette société-là me concerne. Mesdames et messieurs, voici Monsieur Jean Duceppe. Bonsoir. Je voudrais vous rappeler qu'à mesure que les semaines passent, à mesure que les jours passent, une évidence s'impose de plus en plus dans nos esprits avec une clarté lumineuse. Le Québec est notre seul pays. Personne ne pouvait comprendre qu'il puisse arriver à tout faire ce qu'il faisait à une certaine époque. Il était partout, il touchait à tout. C'est le plus incroyable touche-à-tout que j'ai jamais vu de ma vie. Une chose, c'était pas suffisant, il en fallait 15. Jean, l'émission est commencée, veux-tu te dépêcher, s'il vous plaît? D'accord, choque-toi pas, mais je te crois pas. Hey, c'est... Ah oui, c'est un 3, c'est une 3, c'est quoi? Oui, oui, c'est une 3. Ah, je commence à me connaître, demande une 2. Savez-vous voir et entendre? Ça vaut la peine, le concours Jeunesse oblige. Est-ce que vous avez une 8? Chacun de ces sketchs comportera 3 erreurs. Le chasse-neige, qu'est-ce que c'est ça? Et notre invité, Marcel Dubé. Évidemment, il y a une erreur au tout début du programme, c'est celle de m'avoir engagé. Oui, mais quelle heure il est, là, commencé, là? C'est exactement 10h31 et 50. Ah, oui, c'est vrai, l'émission a commencé, tout le monde, oh! Oui. Pour moi, c'est un phénomène parce qu'il brûlait la chandelle par les deux bouts et même par le milieu. C'était incroyable, la vie qu'il faisait. Il a dû se brûler, mais on sentait une énergie énorme. Et ça se levait, quoi, c'est 4h30, 5h? Faisait, par exemple, une émission de radio le matin. Après ça, il courait au studio de Radio-Canada. Je sais qu'en tout cas, il s'habillait dans le taxi. Il jouait dans des téléromans. Il s'en allait faire un bout de fil. Ensuite, il revenait pour faire une autre émission. Sautait dans une voiture, s'en allait à Québec. Chez Koutimi. Kapouski, Saint-Timmins, le Bel-Suquevion. Ou à Rimouski, le même jour, pour aller jouer sa pièce de théâtre. Après avoir joué, il embarquait dans l'auto. On revenait durant la nuit dans la région de Montréal. Pour faire son émission de radio le matin. Puis c'était comme ça tout le temps, lui. Il y avait même quelqu'un qui le conduisait pour lui permettre à Jean de dormir sur le banc en arrière de la voiture. Il y avait un don pour pogner des tempêtes de neige avec Jean. Toujours être en mouvement, travaillant, tout le temps, sans arrêt, pressé de vivre. Un escouche, j'étais plus souvent avec Jean que j'étais avec ma famille. Il a dit, excuse-moi, que j'aille téléphoner. 25, 30, 40, 50 coups de téléphone par jour. À 10 personnes différentes et... Une chose qu'on n'est pas rendu dans le temps ici, avec les téléphones qu'on a, il aurait toujours été sur le téléphone. J'ai jamais vu quelqu'un acheter autant de journaux, de revues. Puis il va tout nous commenter ça. Il avait sa machine écrite, puis il s'assisait à l'arrière, puis il tapait tout son texte. Et il y avait une opinion surtout. Il parlait, que ce soit de sport, de hockey, de politique, n'importe quoi. Il parlait, puis... Il commençait une histoire dans une loge, puis il allait en finir dans la... On finissait dans la troisième, puis à la troisième, les gens ne savaient pas le début. Ça ne préoccupait pas. Oui. Donc, au fond, c'était... Il garochait la vie comme ça. C'était de l'énergie, il donnait partout. Puis, on ne sait pas pourquoi, étrangement, on se sentait bien. C'était une vie de fou, mais il y avait quelque chose de magique dans cette vie-là. Il rentrait après un spectacle d'une tournée, là. Il arrivait à genre 1h, 2h du matin. Tout le monde avait une excuse pour aller chercher un verre d'eau dans la nuit, pour aller jaser un petit peu, puis il venait nous recoucher. Ça, c'était un de mes beaux souvenirs. Il y avait quelque chose de magique, quand même. Le moteur, c'était la famille, je pense. Le clan la Ducepperie. J'ai besoin d'être aimé, besoin qu'on m'aime, j'ai besoin de donner, et ça les empêche terriblement. C'est les achats, là. Justement, je peux dire, parce que je voulais trop donner, je voulais les entourer de cadeaux, tout ça, et ils n'ont pas besoin de tant que ça. Jean avait une sorte de culte pour sa famille, ses enfants. Il en parlait beaucoup. C'est rare un acteur dans la cinquantaine, disons, qui va se promener dans une ville de province, qui va aller acheter 3-4 petites robes de petites filles d'1 an. C'est comique. Mais lui, il avait acheté ça. Puis là, il venait nous les montrer. Il dit, quand la famille a grossi,
J'avais quoi? 7 enfants, je pense. Bon. Et quand la famille a grossi, je passais au coin de la rue, chez nous, il habitait l'est de la ville, là. Il y avait un magasin d'accessoires de cuisine, pour restaurant et tout ça. Puis il dit, il y avait un grille-pain. Mais un grille-pain, là, qui aurait pu faire les toasts de toute une famille le matin. Puis là, il dit, je viens de l'acheter. Il était tellement heureux d'amener ça chez lui, un grille-pain énorme, bon pour toute la famille. C'est ça qui me tiennent. S'il n'était pas là, je peux pas sortir de la famille. Je peux peut-être regarder ailleurs, aller voir dans le comment on peut dire ça? Dans le verre de l'eau? Oui, dans le verre de l'eau. Je peux peut-être aller voir ce qu'il voit, je vais être tenté de voir ce qu'il voit un petit peu. Mais il reste que c'est encore chez nous. Je dis toujours, la mienne, c'est la moins chère et la plus belle. Je pense que si ça n'avait pas été épaulé par cette femme-là, dans tout ce que j'ai fait, les succès et les bêtises, si ça n'avait pas été là, je ne serais pas rendu à une sorte de joie de vivre actuellement que j'ai. C'était un père jaloux, protecteur. Il ne disait pas forcément qu'il était content de nous. Mais il ne fallait pas que quelqu'un d'autre parle contre nous autres, par exemple. C'était quelqu'un de très, très généreux, papa. Mais imprévisible parce qu'il pouvait, papa, vraiment changer dans la vitesse de l'éclair. Je me souviens, la dernière partie, on avait joué en finale au touch football. J'étais rendu à 32 ans. J'étais plus à la maison, bien sûr, avec mes enfants et tout. Et on avait perdu sur une décision douteuse. Il engueulait l'arbitre, je faisais écoute, on joue pour le fun. Là. Il pouvait faire des colères terrifiantes. Quand on était enfant, ça pouvait être assez terrifiant. Je l'ai déjà vu, moi, essayer de couper une cravate sur son genou. Là. Donc, c'était un exploit qui n'a jamais été réalisé dans l'humanité jusqu'à date. C'est drôle, il y avait un très grand contrôle pour les gros problèmes, les grosses épreuves, passer à travers ça. Mais les petits détails, ils pouvaient tout casser. Je me souviens qu'une fois, Monique, quand elle a vu casser 2-3 pièces de vaisselle, elle s'est mise à vider les armoires et à apporter la vaisselle. Et là, ça a brisé la colère, parce que c'était aperçu que c'était ridicule. Les dimanches à la table, si on n'était pas d'accord sur un sujet, là, il y avait de la flamèche. Ça parle vite, ça parle fort, ça crie, ça pleure, ça s'embrasse. Ça ressemblait à une grosse famille italienne. Il y avait peut-être 4-5 discussions en même temps. On n'était pas forcément d'accord sur des trucs. Tout le monde parlait fort. De sport, de politique, de blagues. La télé marchait, des fois 3 télés marchaient en même temps. Il fallait qu'ils regardent les parties. Le football, le baseball, le hockey, le golf. Les frères se souviennent de ma fête parce que ça tombe dans le temps de la coupe brise, c'est leur référence. Et en plein milieu du repas, t'avais la moitié des gars qui se levaient pour aller voir le toucher. T'avais le reste de la gang de filles qui était restée là. On a tous sauf un de mes frères, on a tous travaillé au théâtre. J'ai conduit les camions, puis je montais les décors, les démontés. On a fait le stationnement, on a placé les gens. J'étais comme accessoiriste, habilleuse. Distribuer des programmes, des dépliants, des affiches. Les garçons, eux avaient l'éducation, avaient ci, puis les filles, ben, ça va se marier ou ça va faire ci, puis... Et tranquillement, ben, ça a changé. Puis il a été obligé de changer. Puis je pense qu'il était fier aussi, parce que c'était drôle. C'est 2 filles qui ont commencé la compagnie avec lui. Je me souviens qu'il m'avait dit, moi un jour, là, je vais avoir mon théâtre à moi, puis je vais y faire ce que j'aime. Puis je vais y faire ce que je veux. Je suis tanné de jouer pour les autres, là, puis souvent des affaires qui me plaisent pas. Et puis... On sentait qu'un jour ou l'autre, il fallait que ça aboutisse à ça. Puis finalement, c'est ce qui est arrivé. Il est parti des petites troupes avant celle-là, puis qui ont fait, qui ont raté complètement des tournées, des pièces qui ont été jouées 2-3 fois à Montréal, puis qui marchaient pas. Avant de trouver la formule. Non seulement il adorait le théâtre, mais il adorait tout ce qui était théâtre, tout ce qui était autour. Et entre autres, les acteurs, les actrices. Il a toujours eu un immense respect des comédiens, du plus petit au plus grand. Il était toujours prêt à faire plaisir. Il était extrêmement généreux, Duceppe. Il avait du plaisir, les soirs de première, à nous faire des cadeaux. Et il avait une telle générosité avec nous. Il fallait toujours que ce soit une fête. C'était un homme de fête.
C'est un homme qui faisait des cadeaux, qui voulait que les acteurs soient toujours très bien traités, qui faisait des... bon, quand on jouait 2 fois, ben, on était nourris, on était... mais c'était un homme qui nous comblait. Il voulait que le climat soit le plus propice, que le monde soit bien, qu'il se sente bien, qu'il soit bien accueilli. Il y aurait la carotte ici, là, puis le titre en... Ah, ben le titre, on le voit bien. Oui. Okay. Puis on mettrait plus ce « et » là pour faire plus vice-versa, vice-versa. Ouais. Il voyait que ça progressait et il voyait qu'il y avait un attrait pour le public, puis en même temps, il sentait comme... comment dire, ses petits poussins étaient dedans aussi. Tire-toi une chaise, bonjour. C'est bon? Pendant que vous essayez de sauver le Canada de la débauche, moi, je vais aller me refaire une beauté. Non, pas le temps de regarder. Tire-toi une chaise, bonjour. Ben, moi, j'ai fait ça. Ça me fait rien. Qu'est-ce que Il s'en venait là, sans aucun jugement. Il venait là parce que j'étais sa compagnie, puis parce que c'était notre chum qui venait s'asseoir là, puis il venait voir le spectacle qui allait être présenté en salle. Donc, il y avait cette présence-là qu'il y avait tout le temps. Tout le monde a gardé cette générosité-là, cette façon d'accueillir les comédiens qui viennent travailler à la compagnie et tout ça. Ça fait partie de la marque de fabrique, si vous voulez. On va faire 25. Eh oui. Biff avait 9 ans quand on l'a acheté. C'est quelque chose. Payer chaque mois pendant 25 ans, t'imagines? Ben oui, c'est tout un exploit. Quand je pense à tout le travail, tout le bois, tout le ciment que j'ai mis dans cette maison-là, il n'y a pas une craque, hein? La cave au grenier. Moi et les comédiens qui jouent pour moi, quand on est rendu à page 5, les spectateurs dans la salle sont rendus à page 5. Ils vous suivent? Ils nous suivent. C'est-à-dire que la pièce va... je veux pas annuler tout effort intellectuel, mais j'entends qu'il y a des pièces des fois tellement intellectuelles que les comédiens sont rendus à page 10 ou 15, puis le gars, il ne suit pas dans la salle. À ce moment-là, il n'y en a pas pour son argent. J'en suis pas à ma première pension. Hein. Ils sont pas mal toutes pareilles. Je suis venue ici parce que ils ont la réputation d'être tout le temps de soins. Qu'est-ce que vous avez qui marche pas, vous? Enfin, si je peux me permettre. Oh mon Dieu Jésus, vous pouvez? J'ai un diabète chronique. Diabète sucré, hein? Parce qu'on était à la Place des Arts et c'était pas quand même encore maintenant. Tout le monde va à la Place des Arts, mais à l'époque, il demandait s'il fallait avoir les robes longues ou il avait le droit d'y aller en jeans. C'était en 70-72, là. C'était assez étonnant. Jean Duceppe allait chercher un public et est allé chercher très souvent un public qui n'était jamais allé au théâtre et qui est devenu par la suite un bon public, et les enfants de ce public-là sont devenus également un bon public. Soyez. Quel journal représentez-vous? Le Soleil. Je remplace M. Dutier qui est malade. Mais elle est pas mal sombre pour représenter le Soleil. Maurice Richard, en autant que je me souvienne, s'emparait de la rondelle et n'avait qu'une idée en tête. C'était d'aller compter un but. Je compare ça à une entrée de Duceppe en scène dans une pièce dramatique. Lui, son but, c'est pas d'entrer la rondelle dans un filet, c'est d'aller accrocher le public, le cœur du public. Comment vous appelez-vous, vous, là? Divierge. Jean Divierge. T'es pas un petit vierge, t'es un petit Christ. Pourquoi va poser la question la plus imbécile que j'ai jamais entendue? J'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes tout de suite invité à sortir. Genre. Si le public lui donnait de l'énergie, lui en donnait. C'était un espèce d'échange qui devait être absolument vital pour lui. Je respecte la liberté de la presse. Je ne respecte pas la licence de la presse. Non, c'est moi qui mets l'incident. La porte, ton nom l'indique, prends donc la porte. Quand on joue un personnage, même antipathique, je dis même antipathique parce que Duplessis n'était pas antipathique, mais même antipathique, il faut l'aimer. Sans ça, il n'est pas capable. Il faut trouver quelque chose pour l'aimer. Et Duceppe s'est mis à aimer et admirer Duplessis. Et c'est pour ça qu'il a si bien joué. Mais après l'avoir joué, parce que j'en parlais des fois, mon Dieu, cette belle soirée à Québec, Jean, t'étais extraordinaire. Ouais. Mais tu sais, Duplessis, il a fait des bonnes choses quand même. Puis là, il se mettait à vouloir me vendre l'Union nationale de Duplessis, mais ça n'a jamais marché avec moi. Ça.
Depuis l'avènement de l'Union nationale au pouvoir, les salaires des ouvriers ont augmenté de 70 millions de dollars. Est-ce qu'il serait possible de connaître la source de vos renseignements, Monsieur le Premier ministre? Je garde toujours mes sources pour moi-même. Et maintenant, sortez tous les deux. Hein? J'arrivais à faire quoi? Peut-être que j'étais depuis ici. Et je le sentais. Les gens s'amusaient et chahutaient depuis ici, mais c'était dans une sorte d'amitié. D'autres questions? Bon, Antonio... un fluide qui s'étend entre le public et soi, et on sent que le public marche avec nous autres. Je me rappelle des pièces m'être battues avec le public, j'entends, mais quand je les ai, c'est une respiration, il y a un bien-être. Comme disent les bonnes sœurs, je jouis, littéralement. Il a été aimé tout de suite, Jean, mais il était timide devant les gens qui lui disaient, je parle du public, là, et c'est ça aussi qui plaisait beaucoup. Il avait ce charisme, cette espèce de timidité qu'avait aussi René Lévesque. Ça me revient tout à coup. L'élu Jean Duceppe. La première représentation pour les gens, pour tout le monde, pour les gens du peuple, d'un personnage québécois. Et que tout le monde le voulait pour père, que tout le monde le voulait pour frère. On n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin de lui. Même ce qui m'étonne, c'est Thomas qui parle pas gros. On nous dit que Thomas, il avait fait les deux guerres. Il s'est marié 3 fois. Puis à moitié dans la détention. À moitié en détention? Oui. C'est la fête. J'étais là, prison d'armée. Prison d'armée? Ah oui, aïe. Bon, on va te changer la bas. Ah, c'est un petit réchaud, je fais le ouais, on va changer. Ah, merci. C'était un petit gars d'ici. Et comme homme et comme comédien, les gens s'y retrouvaient. T'habites à Broche? Oui, je pensais que ça irait bien avec la robe, hein? Et puis, je l'ai raccourci aussi parce que les jambes montrables, hein? Ah, t'as raison, elle est bien belle de même. Sais-tu que t'es pas laide, ma femme? Non, regarde. Hein? Très beau vieux. Beau vieux, bien content d'avoir un beau vieux. Beau. Ouais, beau, ouais. Ça souille. Hein? Prends un petit coup, là. Hey, c'est plus fort que je pensais. Oui, c'est chaud. J'ai pas l'habitude. Ah oui, c'est des niaises. Tu veux de ça? Ben... Partout où Jean passait, ça devenait un événement. Chaque représentation, je veux dire, les gens sortaient de là, ou alors totalement changés par une interprétation dramatique, totalement emballés quand c'est autre chose, etc. Et il était heureux parce qu'il savait que à Shefferville, c'était peut-être la seule fois où ils auraient du théâtre. Et c'était lui qui leur amenait du théâtre. C'était une façon de leur faire plaisir, de leur faire un beau cadeau. J'ai rarement vu un acteur aussi aimé du public. C'est très rare, ça. On était fiers de faire partie de la bande à Duceppe, vraiment. Et puis les gens l'aimaient. Que vous dire de plus? Je pense que personne, plus que lui, a su atteindre le public, a su parler à son cœur. Je pense qu'il n'y en a pas un autre. Puis t'es un artiste. T'es un artiste. C'est Brel qui disait, être un artiste, c'est être capable d'avoir mal aux autres. Et pour un acteur, je pense que c'est ça. Il faut être capable d'avoir mal aux autres. Et Jean, c'était ça, un artiste qui avait mal aux autres et qui était capable d'exprimer, à travers son talent, ce que d'autres ressentent, leur solitude. Par exemple, si vous regardez juste la mort d'un commis voyageur, qui était son plus grand rôle, toute la solitude des êtres, le désarroi, l'amour, la générosité face à sa famille.
fait? Pourquoi il pleure? Pour l'amour du Christ. As-tu laissé partir? As-tu cessé de vivre en rêve avant qu'il soit trop tard? Je vais en aller demain matin. Je vais dormir, mettez-le au lit. Mais c'est extraordinaire! Mon garçon m'aime! Il me déteste pas! Biff t'aime, Willy. Oui, je t'ai toujours aimé, père. Il pleurait. Devant moi. À cause de moi. Ce garçon va faire des choses extraordinaires! Il ne pouvait pas empêcher non plus le temps de le dévorer. Il ne voulait pas empêcher le théâtre de lui enlever sa santé. Il voulait pas. Il allait au bout de ses forces. Il allait au bout de lui-même. Je me souviens qu'en répétition de 12 hommes en colère, il était question à un moment donné de mettre un micro. Il jouait le plus âgé des 12 hommes dans ça. Et puis, sa voix, dans la vie, était très faible. Il parlait un peu comme ça. « Salut Pelletier, comment ça va? » Et est-ce qu'il va être capable? Mais dès qu'on est arrivé à des répétitions d'enchaînement, sa voix sortait, elle couvrait même celle des autres. Il trouvait l'énergie là. Ce monsieur était seul contre nous tous. Il ne dit pas que le jeune homme n'est pas coupable. Il dit seulement qu'il n'en est pas sûr. C'est pas facile de se battre contre tout le monde, surtout quand on est tourné en ridicule. Même si on pense que la cause est juste, c'est pas facile. Il a risqué gros pour avoir de l'aide. Je lui apporte mon appui. Je respecte son raisonnement. L'accusé est probablement coupable. Mais je veux en entendre davantage. Mais pas moi. Le vote est maintenant 10 contre 2. Je suis en train de parler. C'est pas de moi. On venait le reconduire en scène. Il était presque aveugle. Enfin, rongé par son diabète. Hein. Il était faible. Et il vivait avant d'entrer en scène et sur scène. Et je dois dire que pendant la tournée, c'était des moments de vie intenses pour lui, ça. Sa vraie vie, c'était ça. Dès qu'il arrivait sur scène, dans son personnage, il n'y avait aucune trace de cette fatigue-là. C'était là qu'il était le plus lui-même, le plus profondément libre, vivant, heureux d'être là, parce qu'il s'amusait beaucoup en jouant. Il y a toujours eu cet amusement-là dans l'œil, le plaisir d'être là. C'était, on dit une bête de scène, là, le terme est tellement galvaudé, mais c'était vraiment ça. C'est vrai que la vie, c'est pas facile. Et qu'un jour, comme ta grand-mère, je mourrai moi aussi. Mais d'autres viendront après, auprès de toi. D'autres que tu aimeras autant, tout autant. Ils s'appelleront ton mari, tes enfants. Ils viendraient ici tous ensemble, comme nous, là. Mais dans la fête de l'espoir, qui dure même au-delà de la vie. C'est de cette vérité-là qu'il témoigne, l'acte. C'est pour ça qu'il reste là, à nous attendre, les uns après les autres. Je peux pas penser à Jean comme quelqu'un qui est parti. Pour moi, il est toujours présent. Il est toujours là, il est toujours en moi. Des fois, je te misère avec ça. Il y a certains soirs, là, je joue, et puis là, je veux pas faire un show, là. J'ai quasiment l'impression qu'il est en coulisses, qu'on le sent en coulisses. Qu'il est là avec
Son petit œil, là, qui nous regarde aller. La plus belle chose, je pense que c'était ses yeux, ses beaux grands yeux. Oh, c'est ses yeux. C'est son regard qui disait tout. Puis Jean, avec ses yeux, c'est extraordinaire, tu sais, qui parlait. Un beau visage, avec des yeux bleus extraordinaires, des yeux de porcelaine. Je vois ses yeux. Et puis des yeux. Quand t'arrivais, il y avait des yeux bleus qui te regardaient. L'œil bleu, là, métallique. Il y avait un sourire dans ses yeux. Dès qu'il te regardait dans une scène sérieuse, là, puis la façon dont il riait dans ses yeux. Cette façon-là de vous regarder avec les yeux bleus et de partir avec toute l'énergie du monde pour vous raconter des choses, ça te donnait le sens de la vie, ça te donnait le goût de vivre. Dans le hall de la compagnie Jean Duceppe, il y a une photo de Duceppe qui accueille les spectateurs. Et depuis qu'il nous a quittés, il y avait cette photo-là. Et à chaque fois, je passais, je disais « Salut Dudu !» Après la pause, l'antichambre. Un passage imaginaire nous transporte dans l'univers fantasmatique de l'artiste multimédia Michel Lemieux. Ici Radio-Canada. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou.